Bonsoir tout le monde, bonsoir. On est ici pour le lancement du livre de M. David Rand, président, directeur général des Libres Penseurs Athées du Québec, de Atheist Free Thinkers du Canada. Il a écrit un livre qui concerne essentiellement l'attitude des Anglo-Américains face à la religion en général. Je vais commencer une petite introduction qui n'a pas beaucoup de rapport, mais je vais faire le lien après ça. En disant qu'on vit une époque assez bizarre, assez étrange, avec on n'a jamais été aussi instruit, on n'a jamais eu accès à autant d'informations, que ce soit sur Internet, à la télé. Les gouvernements dépensent des milliards de dollars en éducation. Et puis, c'est comme si on végétait un peu au niveau de la... Il y a comme un recul que j'appellerais une espèce d'intelligence humaine face aux religions, aux religions qui nous envahissent, qui nous attaquent un peu en ce moment, qui attaquent la laïcité de nos pays occidentaux. Il y a différentes approches, là, David va en parler, l'approche, comment ça s'appelle, Lockéenne, et l'approche républicaine, si on veut, qui ressemble plus à l'approche française. Alors donc, moi, personnellement, et là, c'est un avis personnel, je pense que c'est absolument pas normal de croire en Dieu à l'époque où on vit. On est rendu au 21e siècle, là, comme je vous dis, on dépense des milliards en éducation, on a accès à toutes les misères du monde qu'on peut voir à la télé. Actuellement, il y a une guerre en Ukraine avec des gens qui se font tuer, qui se font bombarder. On a vu des guerres, on a vu qu'il y avait 2 guerres mondiales durant le siècle passé, avec des dizaines de millions de morts, dont des civils. On peut voir les injustices partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que Dieu vient faire? Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Il y a une évidence qu'il y a quelque chose qui échappe totalement à une quelconque volonté divine. S'il y avait un Dieu quelconque qui réagirait, il se passerait quelque chose, là, mais il n'y a rien. Alors, on est en face des injustices innommables, même il y a des choses que... Même tout à l'heure, sur le trottoir, j'ai vu une pauvre madame qui avait de la difficulté à marcher. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'elle souffre comme ça? Pourquoi il y a des gens qui crèvent sans raison? Alors, où est Dieu là-dedans? Comment ça se fait qu'il y a encore du monde qui croit en Dieu quand il voit autant de saloperies et d'injustices comme ça? Moi, personnellement, ça me dépasse. David va s'attarder un peu sur l'évolution de la religion et son introduction dans nos sociétés. La religion s'est imposée par la terreur, d'abord, faut le mentionner. À l'époque des Romains, les derniers empereurs, dont Théodose, tu en parles dans ton livre, ont imposé la religion chrétienne de force, sous peine de torture ou de trucs semblables. Évidemment, c'était l'Empire romain, donc ça s'est répandu en Europe, en Europe automatiquement, quasiment tout le nord de l'Afrique, puis toute l'Europe a vu le christianisme s'imposer à cause de l'Empire romain. Ensuite de ça, l'islam, évidemment. On a vu les horreurs de l'Inquisition aussi. On connaît les horreurs de l'Inquisition qui ont continué à imposer la religion par la force. Et que des gens, encore aujourd'hui, considèrent la religion comme une normalité ou non pas un réflexe de colère ou de rejet s'ils connaissent l'histoire. En connaissant l'histoire, c'est un peu aberrant. Il y a quelque chose qui manque dans notre culture générale qui fait qu'on accepte des choses qui sont inacceptables à mes yeux. Et on va voir comment en tout cas, la loi 21, par exemple, qui est contestée, qui est une petite loi toute petite qui va contre la laïcité, qui va pour la laïcité, contre l'envahissement religieux, qui est contestée de façon féroce par même notre premier ministre Trudeau. Ça fait que
on va voir avec ça, avec David, on va en discuter un petit peu de ça, un petit peu. Pour moi, ben, je pense que j'ai pas mal terminé ce que j'avais à dire. Les injustices de la vie, pour moi, c'est une évidence que Dieu n'existe pas. Puis que l'on s'attaque à la religion, qu'on accepte la religion aveuglément, pour moi, ça n'a pas de bon sens à notre époque. Et voilà, je pense que ça va être pas mal tout. Le livre j'ai lu une bonne partie du livre de David, les chapitres, dont une couple de chapitres un peu rigolos, chapitre 3, dans lequel tu parles d'un invité qui se présente dans un souper, qui commence à essayer d'enguirlander un personnage athée, ou un personnage qui n'a pas de croyance, puis qui évolue et qui montre dans son discours l'évolution de la pensée, une pensée de plus en plus manichéenne, pour en finir par dire carrément des trucs absolument ridicules, là, et qui aurait normalement, pour une personne normale, aurait amené son rejet de cette personne-là. Alors voilà. Les autres, tu parles d'autres trucs, là, un peu de l'impact de l'islam. En fait, tu fais un tour bien général de toutes les controverses puis de l'état des religions en ce moment dans le monde et les attaques surtout qu'on a contre la laïcité. Tu parles du cas du Canada qui est bien spécial. Effectivement, il y a c'est un cas spécial. Il y a le Québec qui veut être plus laïque, qui vise un peu à être plus laïque, qui vise à être laïque, mais avec la petite loi 21, ça vaut ce que ça vaut. C'est tout petit, mais en tout cas. Et malgré que ce soit une toute petite loi, toute simpliste, on se fait attaquer à mort par le Canada anglais. Et il y a même des avocats qui se mettent le nez là-dedans. On a Justin Trudeau qui pense attaquer lui aussi avec l'aide avec nos taxes d'ailleurs. Ses avocats payés avec nos taxes. Alors, c'est assez étrange comme situation, mais voilà. Je te laisse. Merci beaucoup, Michel. Merci. I'm going to make talk for a while in French, and then I'll repeat everything in English, so you'll have to be patient. Sorry to say everything twice. D'abord, je vais parler beaucoup de la loi 21 ce soir. Ça fait partie du livre. C'est pas la seule chose dans le livre. Il y a bien d'autres choses, mais je vais me concentrer sur ce thème un peu ce soir. Dans la foulée de l'adoption de cette loi, en 2019, la controverse autour de cette loi faisait rage dans les médias québécois, mais dans les médias canadiens au Québec, il n'y avait pas vraiment de controverse. Tout le monde était d'accord. La majorité écrasante des médias canadiens se trouvait bien d'accord que la loi 21 était, selon eux, une horrible atteinte aux libertés fondamentales et la preuve d'une sérieuse aberration, une xénophobie extrême dont le Québec et les partisans de cette loi seraient atteints. Pendant ce temps, parmi les diverses associations humanistes ou athées anglo-canadiennes qui se déclarent séculaires, il n'y en avait aucune qui appuyait la loi 21. Puis encore, au moins 3 de ces associations s'y opposent explicitement et au moins une a déclaré son intention d'intervenir devant la Cour suprême du Canada contre cette loi si la contestation s'y rend, ce qui est fort probable. Pourtant, la loi 21 est une importante, quoique modeste, étape vers la laïcité. Quiconque s'y oppose se rend carrément anti-laïque. En effet, si nous définissons la laïcité par 4 principes, d'abord la protection de la liberté de conscience des citoyens, deuxièmement l'égalité des citoyens et citoyennes, troisièmement la neutralité religieuse de l'État et finalement, quatrième, la séparation entre les religions et l'État. Il est évident que le port d'un signe religieux par un agent de l'État en position d'autorité tel qu'interdit par la loi 21 viole au moins le principe de séparation. Si, par exemple, un policier
où un juge porte un hijab ou un crucifix visible en faisant son travail, il y a évidemment absence de séparation. Et ça viole aussi les 3 autres principes quand on y réfléchit. Alors, certaines personnes qui seraient plutôt d'accord avec ce que je viens de dire, que s'opposer à la loi 21, c'est s'opposer à la laïcité, trouvent tout de même que j'exagère si j'applique ce jugement aux anglophones qui ont appris une autre définition de la laïcité. Le sécularisme au lieu de la laïcité républicaine. Ces critiques protestent que pour les anglophones, la religion fait partie de l'identité intime de l'individu et par conséquent, on ne peut demander aux croyants ou à la croyante qui porte un tel signe identitaire de l'enlever pour aller travailler. Les anglophones seraient-ils congénitalement incapables de comprendre qu'une croyance religieuse n'est pas très différente d'une opinion politique ou d'une conviction philosophique religieuse, non religieuse? Or, je suis très au courant de la distinction entre les deux modèles. Le sécularisme, que j'appelle plutôt le pseudo-sécularisme lockéen, selon les écrits de John Locke, dans le monde anglophone, et de l'autre côté, la laïcité républicaine dans le monde francophone. Le pseudo-sécularisme prétend protéger la liberté de religion, mais néglige souvent le principe de séparation. La laïcité, par contre, protège la liberté de conscience, qui comprend à la fois la liberté de religion et la liberté de s'affranchir de la religion. Pourtant, le concept de séparation entre religion et État est très connu en anglais, surtout que Thomas Jefferson y tenait fermement. Et même si dans la pratique, ce principe est rarement respecté intégralement, de plus, la liberté de s'affranchir de la religion, freedom from religion, c'est très connu en anglais. Une des plus importantes associations séculières américaines s'appelle la Freedom from Religion Foundation. Donc, la séparation et le pouvoir se libérer de la religion, les deux concepts sont connus. Donc, finalement, si moi je suis capable de comprendre la laïcité républicaine, les autres anglophones aussi peuvent faire un petit effort dans cette direction-là. La différence entre les deux modèles peut expliquer l'énorme retard des Canadiens ou anglophones en matière de laïcité, mais elle ne le justifie pas. Il ne suffit pas d'en comprendre la différence, il faut travailler pour que tout le monde comprenne la nécessité et l'avantage de la laïcité républicaine. Ici, j'utilise la loi 21 comme une sorte de test décisif d'appui à la laïcité. Cette loi, malgré sa modestie, est tellement avant-gardiste dans le contexte nord-américain et la réaction des antilaïques est tellement malhonnête, fanatique et hystérique qu'une prise de position pour ou contre cette loi constitue un indicateur capital. Toutefois, cette question n'est pas la seule qui importe, évidemment. Les sécularistes au Canada sont confrontés à d'autres défis. Important. Quelques exemples. La motion M103, vous connaissez, qui condamne la soi-disant islamophobie et associe celle-ci au racisme. Ce terme tendancieux pose au moins 3 sérieux problèmes. D'abord, une phobie est une peur irrationnelle, mais il n'y a rien d'irrationnel à avoir peur d'une religion, surtout sa version intégriste. Deuxièmement, ce terme, si on s'en sert pour dénoncer un préjugé anti-musulman, on confond une idée avec des personnes. On a le droit de critiquer l'islam sans nécessairement haïr tous les musulmans qui ont juste la mauvaise chance d'être nés dans cette religion. Et troisièmement, étant donné qu'on l'associe islamophobie avec racisme, c'est l'amalgame entre identité raciale et appartenance religieuse. Et ce qui veut dire évacuer la liberté de conscience. Comme si l'appartenance religieuse est innée comme une identité raciale, on n'a plus la liberté de changer de religion. Donc, il faut aussi reconnaître la faiblesse constitutionnelle du sécularisme aux États-Unis. La Constitution de ce pays ne respecte ni le principe de séparation, ni la liberté de s'affranchir de la religion. On n'a qu'à lire le premier amendement
Tout ce que cet amendement dit, c'est qu'on ne peut pas établir une Église d'État et ça garantit la libre exercice des religions, mais sans aucune limite dans cet amendement-là. Il faut aussi reconnaître la nature hautement politique des signes religieux, surtout le voile islamique. Prendre ces signes pour de simples vêtements ou réduire le port à un simple choix personnel, c'est de l'ignorance capricieuse. Un signe religieux a un sens idéologique objectif indépendamment de la volonté de la personne qui le porte. Il faut constater aussi que les islamistes instrumentalisent la mouvance soi-disant antiraciste afin de lutter contre la laïcité. Ceci se fait surtout par la promotion de la confusion entre race et religion, comme je viens de mentionner, ou en faisant l'amalgame entre islamophobie et racisme. Et finalement, il faut se rendre à l'évidence que le préjugé anti-québécois est un aspect important de l'opposition à la laïcité au Canada anglais. Ce préjugé est instrumentalisé par les opposants de la loi 21 afin de diaboliser cette loi tout en dénigrant les Québécois qui l'appuient majoritairement. Or, sur chacune de ces questions cruciales, les 5, et comme la loi 21, sauf erreur de ma part, les associations soi-disant séculières au Canada anglais se sont tues ou bien elles se sont ralliées à une position anti-laïque. Elles ont échoué lamentablement. Pourtant, il y a à peine une décennie, à l'époque de la Charte de la laïcité proposée par le gouvernement du Parti québécois en 2013 et défaite en 2014, 3 de ces associations, y compris Humanist Canada, se sont exprimées plutôt sympathiques à la Charte, avec des réserves, mais quand même ouvertes à l'idée. Qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi y a-t-il actuellement une totale absence d'appui de la part des associations anglo-canadiennes? L'explication, à mon avis, est plutôt évidente. Depuis plusieurs années, la mouvance que l'on appelle couramment le wokisme a gagné beaucoup d'influence dans les médias, parmi nos politiciens, ainsi que dans un grand nombre d'organismes militants, y compris parmi les soi-disant sécularistes. Mais il faut mieux définir. Le terme wokisme est très vague. Donc, il faut préciser de quoi s'agit-il. Alors, c'est une mouvance dont les fondements théoriques comportent plusieurs tendances, mais les 2 principales sont, 1, le postmodernisme appliqué au militantisme politique, et 2, une sorte de post-marxisme orphelin et lobotomisé, résultant de la fin définitive du rêve soviétique. Cette mouvance, je l'appelle la pseudo-gauche anti-lumière ou plus succinctement la post-gauche. Car sa caractéristique essentielle, c'est le rejet des valeurs des Lumières, des valeurs qui sont à l'origine de la définition même de la gauche politique. Aujourd'hui, ces valeurs sont largement acceptées, ou du moins l'étaient avant la venue de la post-gauche. Même la droite modérée y adhère, ce qui fait que les adhérents de cette mouvance, malgré leur prétention d'être à gauche, se situent parfois à la droite de cette droite modérée. La post-gauche est foncièrement anti-laïque, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la laïcité, comme la modernité, l'objectivité, la raison et la science, est un produit clé des Lumières qui sont rejetées par la post-gauche. Deuxièmement, de par son penchant post-moderniste, la post-gauche verse dans le relativisme culturel tout se vaut, comme si toute tradition, voire religieuse, avait sa propre vérité à elle que l'on ne saurait critiquer. Écarter les religions de l'État serait donc inacceptable, car par quel droit peut-on choisir une vérité plutôt qu'une autre? D'autant plus que cette vérité religieuse devient pour la personne croyante une identité intime qu'il faudrait protéger au nom des droits des minorités. Les dégâts faits par la post-gauche sont très nombreux et bien connus. Mentionnons par exemple la censure du titre « Nègre blanc d'Amérique » du livre de Pierre Vallière, ou l'exclusion à certains postes universitaires de candidats ayant un nombre insuffisant de points intersectionnels, ou l'annulation de la pièce de théâtre slave,
ou les subventions accordées à une certaine association islamique, pour ne pas dire islamiste, pour promouvoir le port du hijab et lutter contre la soi-disant islamophobie. La liste est longue, ce ne sont que des exemples. Je voudrais me concentrer maintenant sur un exemple hautement néfaste de la post-gauche. En novembre et décembre 2020, j'ai assisté à la quasi-totalité des séances où plusieurs individus et organismes contestaient la loi 21 devant la Cour suprême du Québec. Jour après jour, un thème se dégageait de la stratégie de ses opposants, l'idéologie de la post-gauche. L'argumentation contre la loi 21 était une orgie de dogmes post-gauchistes avec l'utilisation répétée de thèmes tels que le racisme, l'obsession des identités personnelles et des minorités, la rhétorique de l'inversion, c'est-à-dire où on redéfinit des privilèges en droit. On enlève des privilèges et la personne proteste et dit « Oh non, c'est un droit », mais non. Et aussi le dénigrement des gens de souche européenne et le préjugé anti-québécois. Je m'en souche européenne parce que les Lumières étant un accomplissement des Lumières, donc on rejette les Lumières. Donc. Alors, plusieurs avocats ont affirmé que le but de la loi 21 était non seulement de discriminer les femmes et certaines minorités, mais pire encore de fomenter le génocide de ces minorités. Pourtant, cette loi n'exclut personne et ne vise aucun groupe identifiable. Elle ne fait qu'exclure certains comportements, le port de signes religieux, dans des contextes spécifiques. Les adversaires de la loi ont nié toute suggestion que les signes religieux pourraient avoir un quelconque effet négatif sur quiconque, même sur les enfants à l'école, comme si de tels signes étaient complètement anodins et innocents dans tous les contextes. Ils ont totalement rejeté toute tentative de déterminer la signification objective de tels signes, y compris le voile intégral islamique manifestement misogyne, et n'ont reconnu que la signification subjective exprimée par la personne qui porte le signe. Un avocat a comparé la loi 21 au serment d'allégeance au monarque britannique qui, avant 1774, obligeait les candidats à l'emploi de l'État à renoncer à la foi catholique. Pourtant, la loi 21 ne fait rien de tel, puisqu'elle ne touche que l'expression religieuse, pas la croyance, et uniquement sur le lieu de travail. Les avocats contre la loi 21 ont tenté à plusieurs reprises d'établir une équivalence entre les minorités religieuses d'une part et les minorités d'autres types, telles que minorités raciales, les homosexuels, les personnes handicapées, etc. Les témoignages de plusieurs experts opposés à la loi ont été presque entièrement consacrés à ce faux parallèle, cette confusion entre le modifiable et l'inaltérable. Un expert a admis lors de son témoignage qu'il ne faisait pas ou ne comprenait même pas la distinction entre l'identité religieuse et d'autres types d'identités. Le témoignage d'un autre expert ne portait que sur les minorités raciales, en particulier les Afro-Américains aux États-Unis. Un avocat a déclaré que toutes les conclusions fondées sur la race peuvent être appliquées à l'appartenance religieuse, évacuant ainsi le concept de liberté de conscience. Mais le prix Wokissim va au maître Azim Hussein, qui a comparé la loi 21 aux règles racistes aux États-Unis qui obligeaient les Noirs à s'asseoir à l'arrière du bus, et à l'internement des Canadiens d'origine japonaise dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même fait la comparaison extravagante entre cette loi et les lois nazies de Nuremberg, comme si la loi 21 pouvait être génocidaire. Dans sa détermination à discréditer deux experts qui ont témoigné en faveur de la loi, Hussein a qualifié l'un d'homme hétérosexuel blanc âgé et l'autre d'homme blanc. On s'attendrait à ce qu'une telle impertinence ad hominem ne soit pas tolérée devant les tribunaux, mais pourtant, dans les deux cas, le juge n'est pas intervenu. Notons que ce même Hussein a été nommé à la magistrature de la Cour supérieure du Québec un an plus tard. Alors, en résumé, les opposants à la loi 21 ont systématiquement semé la confusion en essentialisant l'appartenance religieuse et en ignorant la liberté de conscience, faisant ainsi complètement fi d'un aspect majeur de la laïcité. Alors, que faire face à de telles dérives?
à de telles folies? À mon avis, il y a deux principaux axes d'action. Premièrement, il faut viser l'éducation à la laïcité tant au Québec qu'au Canada, anglais. Le Rassemblement pour la laïcité, une coalition de groupes québécois laïcs, est justement en train de produire une série de capsules vidéo pédagogiques pour la promotion de la laïcité. Quant à promouvoir la laïcité dans le rest of Canada, le livre Stillbirth est ma modeste contribution à ce projet. Et deuxièmement, il faut lutter contre les ravages de la post-gauche en s'attaquant à ses assises philosophiques. C'est-à-dire, il faut défendre et promouvoir les valeurs de lumière telles que l'universalisme, l'objectivité, la raison, la science, la laïcité, tout en dénonçant le relativisme culturel et le dogmatisme de la post-gauche. À mon avis, le post-gauchisme constitue une para-religion, tandis que d'autres observateurs le considèrent carrément une religion au sens propre du terme. Quoi qu'il en soit, j'ai bien peur que cette post-gauche soit en train de dépasser et le christianisme et l'islam en tant que mouvance religieuse obscurantiste constituant la plus sérieuse menace pour la laïcité. Puis, elle est alliée avec l'islamisme. Oui. Allié avec l'islamisme? Avec l'islamisme? Allié avec l'islamisme? Oui. Okay. Le wokisme et l'islamisme ont des affinités. Now you're going to have to hear the whole thing all again. Pas sérieux. Pas sérieux. Toi, tu es très politique. Moi, je suis pas aussi. Toi, tu connais bien les lois, tu participes au débat public. Moi, c'est une approche différente. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'hôpital pour enfants, j'ai vu des enfants mourir de cancer, j'ai vu des adolescents paralysés, souffraient de paralysie cérébrale, j'ai vu des petits jeunes brûlés, défigurés à vie. Là, moi, ce qui me heurte dans ces choses-là, c'est comment ça se fait qu'il y a encore du monde qui croit en Dieu. Mais il y en a pourtant, beaucoup, mais là, c'est comme... Et il faut vivre avec. C'est pour ça que la laïcité a été inventée, mettons. Well, following the Quebec government's adoption of Bill 21, officially entitled An Act Respecting the Laicity of the State. Laicity is not a real English word. That's an error in the translation, I consider it, but it doesn't matter. The controversy surrounding the bill raged on in Quebec media, but in Canada outside Quebec, there was little or no controversy because the overwhelming majority of Canadian media agreed that Bill 21 was, in their view, a horrible attack on fundamental freedoms and a proof of a serious aberration and extreme xenophobia affecting Quebec and those who support the law. Meanwhile, among the various Anglo-Canadian humanist and atheist groups that declare themselves secular, none supported Bill 21. Worse still, at least 3 of these associations explicitly oppose it, and at least one has declared its intention to intervene before the Supreme Court of Canada against the bill, if the court challenge reaches that high, which it probably will. Yet, Bill 21, although it is modest, it's an important step towards secularism. Anyone who opposes it is taking a position which is outright anti-secular. And if we define secularism by 4 basic principles, first of all, protection of the freedom of conscience of the citizenry. Secondly, equality of citizens, both women and men. 3, state religious neutrality. And 4, separation between religions and state. Then it's obvious that a state official in a position of authority who wears a religious symbol, as prohibited by Bill 21, violates at least the separation principle. You can see this if you consider a police officer or a judge who's wearing a hijab or a visible crucifix while on the job, then clearly there's a violation of separation. And it also violates the other 3 principles as well. I mentioned the separation principle because it's the most important of the 4. There are those who say that I'm going too far if I apply this judgment to the Anglophone groups and saying they're anti-secular, because they have learned a different definition of secularism, Lockean secularism instead of Republican secularism, Lockean based on the writings of John Locke. Such critics might protest that for Anglophones, religion is part of the intimate identity of the person,
And therefore, one cannot ask the believer who wears such an identity symbol to remove it to go to work. Are Anglophones congenitally incapable of understanding that a religious belief is not qualitatively different from a political opinion or a non-religious philosophical conviction? Now, I'm well aware that the distinction between the two models, the Lockean secularism, which I would call pseudo-secularism in the English-speaking world, and Republican secularism in the French. The pseudo-secularism purports to protect freedom of religion, but it often neglects the separation principle. Republican secularism, on the other hand, protects freedom of conscience, which includes both freedom of and freedom from religion. By the way, I use the expression Republican secularism to translate laïcité, to be clear about what form of secularism I'm talking about. Despite the difference between the two models, the concept of religion-state separation is nevertheless very well known in English, especially given that Thomas Jefferson famously promoted it, even if it is rarely fully respected in practice. Furthermore, freedom from religion is a well-known concept in English as well. One of the most important American secular organizations is called the Freedom from Religion Foundation. Finally, if I can understand Republican secularism, then other Anglophones can make a little effort in that direction. The difference between the two models may explain the enormous delay of English-Canadian groups in terms of secularism, but does not justify it. It's not enough to understand the difference between the two models. We must educate the public to understand the necessity and the advantages of Republican secularism. Here I'm using Bill 21 as a sort of a litmus test of support for secularism. The law, despite its modesty, is so avant-garde in the North American context, and the reaction of anti-secularists to it is so dishonest, fanatical, and hysterical that a position for or against this law constitutes a decisive criterion. However, it's not the only issue that matters, of course. Secularists or pseudo-secularists in Canada face other important challenges. Number one, Parliamentary Motion M103, which condemns so-called Islamophobia and associates it with racism. The loaded term Islamophobia poses several problems. First of all, a phobia is an irrational fear, but there's nothing irrational about fearing a religion, especially a fundamentalist variant. The term conflates an ideology, Islam, with a set of people, Muslims. If the word Islamophobia is used to criticize anti-Muslim prejudice, then it's confusing an idea with people, or with a group of people. And finally, since the accusation is often used in conjunction with accusations of racism, then it's a conflation between religious affiliation and racial identity, which, anyway, secularists must oppose M103. Number two, we have to recognize the constitutional weakness of secularism in the United States. The Constitution of that country respects neither the separation principle nor the concept of freedom from religion. And you just have to look at the First Amendment to the Constitution to see that. We have to recognize also the highly political nature of religious symbols, especially the Islamic veil. To consider them mere clothing or wearing them to be a purely personal choice is wanton ignorance. A religious symbol has an objective ideological meaning independent of the mentality of the person wearing it. It must be noted that Islamists exploit the so-called anti-racist movement in order to fight against secularism. This is mostly done by promoting confusion between race and religion, as I've mentioned. And we see this in the specious association of Islamophobia with racism. And finally, it must be recognized that anti-Québécois prejudice is an important aspect of the opposition to secularism in English Canada. This prejudice is exploited by opponents of Bill 21 in order to demonize the law and denigrate the majority of Quebecers who support it. Now, on each of these crucial issues, to the best of my knowledge, so-called secular organizations in English Canada have been either silent or else they have rallied to an anti-secular position. They have failed miserably. And yet, less than a decade ago, when the Parti Québécois government proposed its Charter of Secularism in 2013 and was defeated in 2014, three such organizations, including Humanist Canada, took a position sympathetic to the Charter, partially sympathetic at least.
What has changed since? Why is there currently no total lack of support from Anglo-Canadian organizations? I think the explanation is obvious. For several years, a movement commonly known as wokeism has gained a lot of influence in the media, among politicians, as well as in a large number of activist organizations, including ostensible secularists. But we need a better definition of this phenomenon because the term wokeism is far too vague. It's a movement whose theoretical foundations include several tendencies, but two stand out. Postmodernism applied to political activism and a sort of orphaned and lobotomized post-Marxism resulting from the definitive end of the Soviet era. I call this movement the anti-Enlightenment pseudo-left, or more succinctly, the post-left, as its essential characteristic is the rejection of the values of the Enlightenment, values which are at the origin of the very definition of the political left. Today, these values are widely accepted, or at least were before the advent of the post-left. Even the moderate right adheres to them. Thus, adherents of this movement, despite their claim to be on the left, are to be to the right of the moderate right on some issues, such as secularism and freedom of expression, for example. The post-left is fundamentally anti-secular for several reasons. Firstly, secularism, like modernity, objectivity, reason, and science, is a key product of the Enlightenment, which the post-left rejects. Secondly, because of its postmodernist leanings, the post-left veers into cultural relativism, as if every tradition, every religion had its own truth that cannot be criticized. Excluding religions from the state therefore becomes unacceptable, for by what right can one choose one truth over another? Especially given that this religious truth constitutes the believer's intimate identity, which must be protected in the name of minority rights. The damage done by the post-left is extensive and well known. Some examples: the censorship of the title Nègre Blanc d'Amérique of the book by Pierre Valliere, the exclusion from certain university positions of candidates with an insufficient number of intersectional points, the cancellation of the Play Slav, government grants to certain Islamic, or maybe it should be called Islamist, certain Islamic organization to promote the wearing of the hijab and to fight against so-called Islamophobia. The list is long. Now I want to concentrate on one particular example of damage done by the influence of the post-left. In November and December of 2020 rather, I attended almost all the sessions of the Quebec Superior Court, where several individuals and organizations were contesting Bill 21. And day after day, a theme emerged from the strategy of these opponents: post-left ideology. The argumentation against Bill 21 was an orgy of post-leftist dogma, with repeated use of themes such as racism, obsession with personal and minority identities, rhetoric of inversion, that is, rebranding privileges as rights, as if they were rights, the denigration of people of European descent, and anti-Québécois prejudice. Several lawyers claimed that the purpose of Bill 21 was to promote not only discrimination against women and certain religious minorities, but even worse, to foment genocide of those minorities. And yet Bill 21 excludes no one and targets no identifiable group. Rather, it simply excludes certain behavior, wearing religious symbols, from a specific context on the job. The adversaries of the law denied any suggestion that religious symbols might have any negative effect whatsoever on anyone else, even on school children, as if such symbols were completely innocuous and innocent in all contexts. They totally rejected any attempt to determine the objective meaning of such symbols, including the obviously misogynistic Islamic full veil, such as the niqab, and recognized only the subjective meaning expressed by the wearer of the symbol. One lawyer compared Bill 21 to the oath of allegiance to the British monarch, which prior to 1774 forced candidates for state employment to renounce the Catholic faith. However, Bill 21 does nothing of the sort. It affects only religious expression, not belief, and only in the workplace. Lawyers against Bill 21 tried repeatedly to draw an equivalence between religious minorities on one hand and minorities of other types, such as racial minorities, gays, the disabled, and so on. The testimonies of several expert witnesses opposing the law were almost entirely dedicated to this false parallel, this confusion between the changeable and the inalterable. One expert admitted during his testimony that he makes no distinction and does not even understand the distinction between religious identity and other types of identity.
The testimony of one expert dealt only with religious minorities, especially Afro-Americans in the United States. One lawyer declared that all conclusions based on race can be applied to religious affiliation, thus evacuating the concept of freedom of conscience. The prize for maximum wokeitude goes to Maître Azim Hussein, who compared the law to racist rules in the USA, which required all blacks to sit at the back of the bus, and to the internment of Japanese Canadians in concentration camps in World War II. He even made the outrageous comparison of Bill 21 with the Nazis' Nuremberg laws, as if Bill 21 could be genocidal. In his determination to discredit two experts who testified in support of Bill 21, he referred to one as an older white male heterosexual and to the other as a white man. Surely in a court of law, such ad hominem impertinence should not be tolerated. Yet in both cases, the judge did not intervene. And a year later, this same Hussein was appointed to the bench of Quebec Superior Court. In summary, the opponents of Bill 21 systematically sowed confusion by essentializing religious affiliation and ignoring freedom of conscience, thus completely disregarding a major aspect of secularism. So what can be done in the face of such excesses, such folly? In my opinion, there are two main lines of action. Firstly, we must engage in public education in secularism, both in Quebec and in English Canada. The Rassemblement pour la Laïcité, a coalition of Quebec secular groups, plans to produce a series of educational video capsules about secularism. As for promoting secularism in the rest of Canada, the book Stillbirth is my modest contribution to such a project. And secondly, we must counter the ravages of the post-left by attacking its philosophical underpinnings. That is, we must defend and promote enlightenment values such as universalism, objectivity, reason, science, and secularism, while exposing cultural relativism and post-leftist dogmatism. In my opinion, the post-left constitutes a para-religion, while other observers could consider it to be a religion, even in the literal sense of the word, but whatever. Either way, I fear that post-leftism may be overtaking Christianity and Islam as the obscurantist religious movement that poses the most serious threat to secularism, and it's allied with Islamism. Thank you for your patience. T'as bien fait ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des commentaires? Oui. Est-ce que le livre va être distribué dans le ROC? Ouais, c'est disponible sur Amazon. Okay. Donc, n'importe qui dans le monde peut l'acheter en principe. Et est-ce qu'il va être traduit en français? On m'a déjà posé cette question sur Facebook. Peut-être par vous. Ça va être coton, il y a du stock. Là. Mais c'est quelque chose à contempler. Il y a beaucoup de textes dedans qui sont déjà disponibles en français. Okay. Parce que j'ai intégré plusieurs blogs dans le livre, mais il y a aussi des parties qui ne sont pas traduites. Je ne sais pas. Ce serait un beau projet, mais beaucoup de travail. Pas, moi, non. Je suis pas assez bon. Vous définir post-gauche? Oui. Votre appellation post-gauche. Oui. Vous pouvez redéfinir? Parce que je vais m'en servir à l'avenir pour... c'est parce que on utilise ce mot woke ou wokisme couramment. C'est galvaudé, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. Donc, je cherchais à définir très clairement de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on critique réellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec de bonnes intentions. Il y a des gens qui étaient sincèrement de gauche, qui ont embarqué dans cette mouvance nouvelle qui dérive de la gauche. Alors, je considère que c'est le militantisme de gauche qui a été idéologiquement corrompu par le postmodernisme et par une mentalité qui, comme j'ai dit, c'est un post-marxisme dans le sens que on oublie la classe ouvrière, on oublie l'économie. La classe ouvrière, elle est blanche, donc européenne, donc on se fout un peu de... parce qu'on n'aime pas, on rejette la lumière, on rejette tout ce qui est européen. Et donc, j'appelle ça la post-gauche.
pour cette raison-là. Mais une expression plus claire, c'est de dire la pseudo-gauche anti-lumière. Mais c'est long comme expression. Là. Non, c'est très bien. Ouais. Oui? David, d'abord, j'apprécie énormément le travail qui a été fait. J'ai lu le livre. Oui? Je trouve ça extrêmement très bien. Et je l'ai déjà dit une fois, et je vais le dire, il faudrait te cloner. Oui. Parce que tu es un représentant de la communauté anglophone qui connaît très bien la communauté anglophone et qui comprend très bien la communauté francophone et les enjeux. Alors, et je ne sais pas, moi j'aurais aimé, ça aurait été ma première question, de dire qu'est-ce qui est spécifique à David Rand et qu'on n'a pas réussi à trouver ailleurs. Ça, c'est ma première question. Wow. La deuxième question, c'est que je t'ai trouvé très charitable dans ton analyse, c'est-à-dire que quand tu présentes qu'il y a deux modèles, et je reçois ça, le modèle républicain de la laïcité et le sécularisme, Oui? on n'a pas reçu du reste du Canada la réaction « Ah, vous avez votre modèle, nous on a le nôtre, on aime mieux le nôtre. Ce qu'on a Non. reçu comme réaction, c'est que vous êtes des fanatiques, racistes, et nous avons la vérité. Oui. On n'a pas eu la réaction de modèle, vous avez le vôtre chez vous, on n'est pas d'accord. Oui. On a eu le modèle, nous sommes la vertu et le droit, Oui. et vous êtes des monstres à 95%. Oui, effectivement. Alors, je comprends l'analyse, mais je trouve que je ne sais pas si le fondement du rejet n'est pas plus profond, style peut-être une vision de la liberté, ou je ne sais pas trop. Alors, c'est ça mes deux questions. Oh, ben, j'ai touché un peu à... OK, la réponse, oui, la réponse du Canada anglais n'est pas « OK, vous avez votre modèle, nous avons le nôtre ». Non, ça a été « vous êtes dégueulasse ». C'était la réaction. Pourtant, l'attitude des militants laïcs québécois est très charitable. Ils disent « On veut notre modèle chez nous, mais on ne veut pas l'imposer chez vous. On ne cherche pas à imposer la laïcité républicaine sur le Canada anglais. On veut juste qu'on puisse le faire chez nous. » Tout à fait respectable. Mais des fois, les militants laïcs québécois vont un peu trop loin, dans le sens qu'ils disent « Au fait, ces deux modèles sont de valeur égale et on ne peut pas choisir entre les deux. » Mais c'est dans le livre, je critique les militants laïcs québécois parce qu'ils sont trop modestes. Parce que c'est une modestie exagérée. Parce qu'il est évident que le modèle républicain est nettement supérieur. C'est une évidence. Et moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment on peut ne pas comprendre. Alors, comment ça se fait qu'au Canada... je comprends une partie de l'explication. Je comprends que, actuellement, avec cette mentalité post-gauchiste, ce sont des accusations, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nuance dans la critique qui vient des post-gauchistes. Vous êtes dégueulasse, raciste, xénophobe, ou vous êtes de notre côté. Donc, c'est le manichéisme à l'outrance. Donc, ça fait peur aux gens. Tout le monde a peur de se faire accuser d'être raciste, xénophobe, islamophobe et tout est quanti. Donc, ça empêche le débat. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens au Canada. En fait, c'est presque certain qu'il y a quand même beaucoup de Canadiens au Canada anglais qui sont sympathiques à la laïcité à cause des sondages. Mais ils s'expriment quasiment jamais parce qu'ils ont peur. Ben, ça répond en partie à la question, pas totalement. Est-ce que tu ne distingues pas l'élite du monde au Canada anglais? Est-ce que l'élite... je dirais que l'élite est entièrement acquise au... Au wokisme?
Ben, c'est une version c'est fortement influencée par le wokisme. Il faut comprendre aussi que le wokisme, c'est pas un parti politique bien circonscrit. C'est une idéologie dont l'influence se propage. Donc, tout le monde est un peu affecté. Là, c'est dans les institutions, c'est dans les oui, oui. C'est très à la mode et on pense que c'est... Ben, il faut le suivre. C'est la même chose que la défense de la laïcité ouverte, en fait. En réalité, il y a des gens ici qui sont qui se réclament d'être des philosophes, comme Jocelyn McClure, qui défendent la laïcité ouverte. Et puis, il y en a d'autres, on n'a qu'à voir Bouchard et Taylor. Bon, Taylor, c'est évident, de toute façon, c'est un intégriste catholique. Mais Bouchard, on aurait pu penser qu'il avait un peu plus de jugeote que ça. Mais lui, il défend la laïcité ouverte. Ben, moi, à mon avis, la laïcité ouverte, c'est l'anti-laïcité du 21e siècle. Oui. Est-ce que c'est... Dirais-tu que la laïcité ouverte, c'est la même chose que le secularism en anglais? À peu près. Les deux sont très proches. Oui, oui, c'est approximativement, oui. Je veux mentionner qu'il y a du vin, si ça vous tente. Je ne veux pas qu'il soit gaspillé. Il y a du rouge puis du blanc. Oui? Moi, j'aurais une observation, c'est que vous n'avez pas répondu à la première question. Comment Quand est-ce que vous allez vous faire cloner? Ben là, tu n'as pas un frère jumeau? Je ne suis pas membre de la secte réalienne, donc je n'ai pas accès au clonage comme technologie. Faudrait vous geler. Comment? Faudrait vous geler. Comme les Walt Disney. Faudrait vous geler comme Walt Disney. Vous gelez? Ben non! Il ne faut pas le geler tout de suite. Cryogéniser. Ah! Faudrait vous congeler, c'est ça. Non, je pense que l'immortalité serait... c'est-à-dire que... Pénible. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite, on risque de l'obtenir. Si on veut vivre éternellement, ça risque d'être très désagréable. C'est long. Oui, c'est long l'éternité, surtout vers la fin. Est-ce que c'est de l'anti-québécois, Québec basic? Jusqu'à quel point, mettons, en pourcentage, ce serait du Québec là-dessus? Je ne peux pas dire quel pourcentage, mais c'est un aspect important. C'est très important. Le préjugé contre le Québec va et vient. Des fois, les gens sont très sympathiques à l'égard du Québec et à d'autres moments, les vieux démons sortent. Puis c'est comme, je ne sais pas, 1000 ans d'amour et de haine entre les deux peuples. Moi, je n'ai pas vu l'amour. Non? Si vous voyez l'article de Jean-François Lisée aujourd'hui, il n'y a pas d'amour là. C'est du Québec bashing du matin au soir. Et puis, moi, je suis sûre que vous ne serez pas capable de faire cette conférence-là dans une université anglophone, même francophone. Ben, j'ai pas... Ils n'aiment pas le débat. Eux autres, ils sont tolérants, mais ils n'aiment pas le débat. Comment peut-on être tolérant et ne pas aimer les débats? Je ne comprends pas, moi, cette mentalité d'annulation. On annule tout ce qu'on n'aime pas, on l'annule, comme si ça n'existe pas. Ben, d'ailleurs, j'ai eu la difficulté. Je cherchais une librairie anglophone d'abord pour cet événement, puis ça a été difficile. Alors, Oui, c'est ça ma question. ben, j'ai pas tout essayé. J'ai pas essayé 50 000 librairies, mais quelques-unes au centre-ville. Et parce que j'ai l'impression que défendre la loi 21 en anglais, ça doit mieux passer que défendre la loi 21 en français. C'est moins heurtant, je pense, pour les gens. oui? Je pense, non? En anglais, ça irait mieux? Oui, que vous le défendiez en anglais, je pense que ça passe mieux qu'en français. Oui. Non? Ben, par rapport ça dépend du public qui m'écoute. Ça dépend de l'université aussi. Je pense Concordia, pas qu'ils sûr. vont vous donner, Oui. vous n'aurez pas ils ne vont pas approuver si vous allez dans une université anglophone. Je doute fort qu'ils vont vous procurer une salle.
Oui, Jean. David, tu rencontres une enseignante ou une aspirante enseignante qui te dit, que de porter son voile en public, ça fait partie de sa religion. Oui. 2, que sa religion fait partie de son identité profonde. Oui. Et que par conséquent, la loi 21, en l'empêchant d'exprimer son identité profonde, se trouve effectivement à la priver d'un droit fondamental tel que défini par les gens. Qu'est-ce que tu lui réponds? Son droit fondamental d'afficher son identité religieuse où? D'afficher son identité, point. Mais on ne l'empêche pas en public. C'est comme ça que... Elle peut le faire dans sa vie privée, y compris sa vie privée dans les lieux publics. Donc, on ne l'empêche pas. Les signes religieux ne sont pas interdits dans les magasins. Non, c'est interdit dans une classe. Dans une classe? Oui, une classe d'école. Il y a une autre réponse simple à ça. La réponse est simple, c'est que l'enfant dans la classe, la fille qui porte son voile, il a aussi des droits. Exactement, oui, exactement. De conscience, et puisque c'est dans une école, le droit de l'enfant, si on met dans la balance, est plus important que le droit de cette fille de porter son signe religieux pendant qu'elle enseigne. Mais il suffit qu'elle sorte sur le trottoir et elle remet son voile. Hein? Je veux dire, on n'empêche pas de porter son voile, on empêche de porter son voile en classe. En fait, c'est exactement ça, et j'ajouterais qu'il s'agit de trouver l'équilibre entre deux droits qui sont en conflit, et c'est ça que fait, j'ai comme l'impression que c'est ça que fait toutes les lois. On fait une limite à une certaine liberté pour une bonne raison. Quand j'arrive au feu rouge, je suis obligé de m'arrêter. C'est une atteinte à ma liberté de mouvement, mais c'est pour une bonne cause. Alors, quand on dit de ne pas porter un signe religieux à une enseignante, ben, c'est pour protéger justement la liberté de conscience des élèves. Et je dirais surtout, si l'enseignante porte le hijab, c'est surtout les filles de familles musulmanes qui seraient atteintes, qui seraient possiblement affectées. Ça fait un peu de propagande, de prosélytisme islamique. Tandis qu'une fille qui va à l'école, elle veut faire son éducation, elle veut être élève, elle veut pas, c'est pas pour aller à la mosquée. Là. Donc, il faut garder ce genre de signe en dehors des salles de classe. Je te pose la question parce que j'ai entendu probablement de celles là, qui officiellement attaquent la loi 21 en cours, hein, oui. Dire que si elles n'ont pas leur voile sur elles, elles ne sont plus elles-mêmes. Ah. Ben tant pis! Ben tant pis! Bon, donc c'est vrai que le seul choix que la loi 21 leur laisse, c'est de ne pas enseigner parce qu'elles ne peuvent pas enlever ce voile qui serait presque cimenté à leur tête. Non, ce n'est pas cimenté à sa tête. Un signe religieux, ça s'enlève sans chirurgie. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais faire valoir l'idée que les obligations, on parle d'obligations religieuses. Les obligations religieuses, ça n'existe pas. Ce sont des choix qu'on fait, à moins que ce soit imposé par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, c'est une atteinte à la personne. Si un père oblige sa fille à porter le hijab, c'est une atteinte à la liberté de la fille. Mais les obligations religieuses
quelqu'un qui dit « je suis obligé de porter le hijab ». Non, c'est votre choix. Vous avez choisi de porter le hijab. La Cour suprême européenne a défendu la laïcité, même dans les espaces commerciaux, même quand il ne s'agit pas de la fonction publique ou des écoles. Même un commerçant, disons ici, comme cette librairie, s'il ne veut pas engager des gens voilés, la Cour suprême de l'Europe lui a donné raison. Oui, mais encore une fois, il s'agit d'un employé, d'une employée. Le cas en Europe, il ne s'agit pas de quelqu'un qui se promène dans un magasin ou dans un lieu public. Non, il s'agit d'une employée, d'une compagnie qui a une politique de neutralité religieuse dans la compagnie. Et je pense que la Cour a reconnu que c'est une politique qui a été adoptée par la compagnie avant que cet employé commence à porter le hijab. Donc, ils n'ont pas adopté une règle afin de se débarrasser d'elle. Ils ne faisaient que appliquer la règle qui existait avant, une règle qui s'appliquait à toutes les religions. Donc, ce n'était pas discriminatoire. Donc, la Cour a décidé pour l'employeur. Il faut comprendre aussi que ce voile-là est une publicité mobile. Oui, effectivement. Pour la religion. Ça n'a rien à faire avec la religion. Alors, Atatürk, le président de la Turquie, quand il a interdit complètement le vol, le port du voile, est-ce qu'il a été raciste lui aussi? Est-ce que les présidents de tous les pays, quand ils disent arrêtons l'intégrisme, est-ce que c'est du racisme, ça? C'est ridicule. Oui. D'abord, j'ai lu le livre, c'est important de le signaler. Je dirais, pour moi, c'est un témoignage que je veux faire. Je trouve que le livre a plusieurs qualificatifs. Le premier, c'est que c'est important, parce que le sujet lui-même, pour moi, comme vous l'avez dit en introduction, c'est extrêmement important. C'est ce qui domine l'évolution de l'homme. Le deuxième point, c'est utile, mais là, j'aimerais dire quelque chose sur l'utilité que je vois à votre livre. Il y a plusieurs façons. Une des façons les plus remarquables, c'est celle de nous éduquer, en tout cas moi, ça m'a bien éduqué, à bien comprendre la différence entre ce qu'on appelle la laïcité républicaine et puis celle, je dirais, schizophrénique qui existe du côté anglo-saxon, parce que comment est-ce qu'on peut avoir un État séculaire si le chef d'État est en même temps le chef de la religion? Bon, enfin. Et le troisième point, à mon avis, c'est qu'il est bien construit, il est bien fait. Alors, bon, il y a d'autres choses que je pourrais rajouter, mais en mettant tout ça en même temps, ben, il me semble que ça pourrait être un outil absolument extraordinaire, pas au Québec, parce que ça va déjà beaucoup mieux d'une certaine façon, mais dans le reste du Canada. Et la question qu'on devrait se poser, c'est comment utiliser votre livre pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure conscience qui se développe ailleurs au Canada. Et moi, j'aimerais ça, enfin, moi, je vous l'offre, puis vous savez que j'ai des opinions ailleurs qu'ici aujourd'hui, à travailler à ce que votre livre apparaisse ailleurs au Canada, serve à fermer la trappe aux Diane Francis de ce monde, qui nous vomissent dessus et qui profitent du sujet de la laïcité pour en ajouter une autre couche. Je souhaiterais que ce livre soit lu et discuté au Canada anglais, mais je m'attends au pire, je m'attends à un boycottage total. Je m'attends à ce que ce soit étampé comme, je sais pas... hérétique. Hérétique, oui. Et que ce soit lu par très peu de monde discuter, on n'en discute jamais, même pas pour le critiquer, pour pas que ce soit connu. C'est ça ma crainte. Juste qu'en anglais, les États-Unis, pourquoi pas?
Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de contenu américain. Si vous me permettez d'en rajouter, à ce moment-là, si vous cherchez le moyen, ben moi je dirais, si j'étais un peu plus riche, là, malheureusement je ne le suis pas, mais moi je vous achèterais des droits d'auteur. Et puis au lieu de vendre un livre et qui va se vendre en quelques milliers de copies, puis si c'est heureux, moi d'en faire un livre numérique et d'en faire une diffusion numérique avec en utilisant les outils modernes, les réseaux sociaux, etc., de telle sorte que ça pollue, dans le bon sens du terme, le restant de l'univers, y compris Mais c'est ce que tu fais, non? Tu as fait une version numérique. C'était disponible en version électronique, déjà. Oui, c'est sur Amazon. C'est gratuit? Oui. Non, c'est pas gratuit. Je le vends 5 Non, c'est moins cher. C'est trop cher? Je l'ai trouvé sur Amazon. Gratuit? Mais si je peux rajouter une petite... je continue dans le même sens que vous. Moi aussi, j'ai lu le livre. Je rajouterais un mot, je dirais que c'est très courageux. Moi, je trouve que c'est très courageux. Merci. Et je pense que ça serait très approprié de le... Je ne peux pas t'encourager assez de le traduire, David. Parce que, en français? Oui. Parce que d'abord, pas en Klingon, OK. Tu fais vraiment le pont entre les deux solitudes. Oui. Et je pense que les Québécois francophones ont besoin d'alliés. Oui. Et c'est un grand tabou dans les médias de parler de ça, hein, entre eux, dans le milieu des journalistes au Québec. C'est très... Ils se tirent beaucoup les uns dans les pieds des autres, tu sais, c'est très, très tabou. Et je pense que si tu sors ce livre en français, ben, tu vas aller chercher des gens qui vont être curieux d'abord de structurer cette pensée-là, comme tu la structures, c'est une réflexion historique que tu amènes. C'est pas fait du tout. Moi, je la connaissais pas. J'ai appris ça, effectivement. Mais au fait... Tu toucherais beaucoup de monde. Je pense que beaucoup de gens pourraient être intéressés à lire. J'avoue que ça me tente beaucoup de faire une version française. Sauf que je veux avoir un bon espoir que ce soit... que ça se vende ou que... Pas pour les profits, mais que ce soit lu. Oui. Et je préférais que ce soit, je pense, avec un éditeur. Moi, je l'ai fait moi-même, autopublication. C'est lourd. C'est rapide, mais c'est lourd. Ça prend un budget. C'est un traducteur, ou au moins tu travailles avec quelqu'un sur la traduction. Je sais que tu es parfaitement bilingue, mais ça peut être facile. Mais j'ai beaucoup de textes qui sont déjà en français, et j'avoue que je suis un peu méfiant. J'ai peur qu'un traducteur... Un traducteur woke. T'as peur d'un traducteur woke? Non, ce serait grave. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a des termes techniques. Je veux surveiller la traduction au moins, pour que les termes techniques soient bien traduits. Mais je t'encourage à le faire. Je sais que tu as des craintes, je sais que c'est des étapes à franchir, mais je pense que c'est essentiel. Oui. Parce que tu es québécois, parce que ça touche la loi 21, parce que ça touche les anglophones beaucoup qui vont en entendre parler, parce que ça va faire une polémique. Donc, il faut que tu sois prête à plonger dans la polémique. Oui. Mais je pense que ton livre est polémiqueux, donc je pense que ça vaut la peine d'y aller, puis d'y aller jusqu'au bout, pour parler dans les médias, pour peut-être, tu pourrais ouvrir, tu sais, c'est sûr que tu ouvres une discussion sur la tolérance dans les idées qu'on n'aime pas. Puis c'est des idées que beaucoup de gens n'aiment pas, que tu émets, donc c'est important de pouvoir en parler. Donc c'est aussi un discours sur la liberté de parler, de penser, de parler. Donc, c'est tout à fait d'actualité. Donc, il faut que ce soit en français au Québec. Là, je ne peux pas t'encourager plus. Là. Il faut absolument que tu le traduises. Il y a sûrement des éditeurs qui se spécialisent un peu dans justement, j'attends des suggestions d'éditeurs. Il y a un point de vue qui n'a pas été mentionné et que je pense est très, très important. C'est le fait que la gauche moderne a trahi sa position traditionnelle. Vous avez mentionné l'universalisme. Oui. Mais alors, ce qui se passe maintenant, c'est que les oligarques qui nous contrôlent sont très très contents parce que diviser pour régner, c'est ça qu'ils font. Diviser les gens pour que les gens ne voient pas exactement c'est qui l'oppresseur. Alors ils pensent c'est le genre, le racisme, les livres qu'on n'aime pas, les expressions qu'on n'aime pas. Alors, le tribalisme qui divise les gens
les oligarques sont très, très heureux de ça. Oui. Pour que les citoyens ne s'unissent pas contre eux. Comment ça? Ben, je pense que c'est un facteur, oui. Et j'aime ce mot tribalisme. C'est-à-dire, je pense que le multiculturalisme devrait s'appeler le multitribalisme. Ça ressemble. C'est pas mal, ça ressemble. C'est parce que le mot multiculturalisme est trop beau. Ça a l'air joli, ça a l'air... C'est tout nouveau. Diversité culturelle et... en tout cas, mais comme je dis dans le livre, le multiculturalisme, c'est un peu reculé aux époques tribales.